Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous avons déjà eu la première table ronde sur le thème Industrie du futur, renforcer la coopération franco-chinoise. Je laisse tout de suite la parole à David. Il va animer les tables rondes de cet après-midi. Bon, merci beaucoup. Il n'y a rien de mieux que le temps de la digestion pour parler d'humain. Et donc cette table ronde, nous allons plus parler, plus se concentrer sur, on a entendu ce matin le changement dans l'industrie 4.0, ce qui nous intéresse là, c'est quelle va être l'interface avec l'humain. Alors, on a un panel d'experts humains, et je vais me tourner vers celui qu'on n'a pas besoin de présenter, pour commencer, et celui qui, je pense, a le job le plus dur de tout le monde, c'est que moi j'ai lu qu'il y avait 40%, c'est un truc de la Banque mondiale, il y a 40% des jobs des 10 prochaines années qui n'existent pas. Et donc, ma première question, c'est comment on fait pour former des ingénieurs à des métiers qui aujourd'hui n'existent pas? Alors c'est sûr que c'est un challenge pour nous, effectivement. Alors ça nous permet de dire aux jeunes, on n'est plus dans un modèle de formation où on vous donne la trousse à outils avec tous les outils que vous allez utiliser pendant les 30 prochaines années. Mais ça nous permet de dire, c'est vous qui allez inventer l'avenir. Nous on ne sait pas, on est trop vieux, donc c'est vous qui allez faire. Mais ça marche, ça fait écran pas trop longtemps. Et c'est vrai que on ne peut pas, surtout pour un établissement public comme nous, être dans la course à la technologie et toujours dire on doit mettre devant les jeunes la dernière technologie parce que c'est celle qu'ils vont utiliser. Parce que d'une part, on n'est pas sûr qu'elle aura le cours toujours dans 5 ans et qu'elle ne sera pas remplacée par une nouvelle. Et puis d'autre part, parce que financièrement, on ne peut pas se faire. Donc on essaye, en particulier en fonction du développement de nos activités de recherche, de mettre à jour les technologies qu'on propose à nos étudiants. Mais surtout, on essaye de faire et de travailler plus l'humain et le comportement, donc la préparation à être en capacité de prendre en main de nouvelles technologies et d'en développer de nouvelles. Donc c'est essentiellement ce qu'on cherche à faire. Ça c'est une chose. Et puis l'autre, c'est le comportement dans l'entreprise et l'impact qu'on a dans l'entreprise, en particulier en tant que manager. Un manager qui n'est pas un manager formé en école de management, il est formé dans un environnement de sciences et technologies, avec alors des enjeux qui sont peut-être différents entre la France et la Chine. Et clairement, je l'ai évoqué avec certains Chinois, effectivement, la France a sans doute beaucoup à apporter sur la question du management. Et je pense que nos élèves, et en particulier nos ingénieurs en métier formés en France, avec des passages dans l'industrie française, ont sans doute un impact qui peut être extrêmement fort en termes de management dans un pays où culturellement le management n'est pas forcément simple. Voilà. Donc c'est ces éléments-là qu'on essaie de travailler. C'est pas forcément simple parce que c'est plus facile de former des gens à on vous donne une trousse à outils, on va vous former à l'usage de tous les outils, que de dire on doit vous former à être capable d'être le bon manager, de prendre en main de nouvelles technologies et d'en développer des nouvelles. Voilà. C'est les enjeux qu'il y a pour nous en ce moment. D'accord. Philippe, vous êtes en charge de l'innovation chez Dassault Systèmes. Alors, je suis allé sur votre stand ce matin, j'ai mis le casque de réalité virtuelle, et il y a au moins une chose de l'ingénieur du futur, c'est qu'il ne faut pas avoir le vertige. Parce que je vous conseille très fortement avant de partir, si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous allez sur le stand Dassault Systèmes et vous mettez le casque de réalité virtuelle, c'est absolument incroyable. Donc, quel est l'ingénieur du futur que vous avez envie de recruter? C'est quoi les caractéristiques que vous cherchez? Alors tout ça peut vous rassurer, Vous aussi, vous avez vertige? Quand je plonge dans ces environnements virtuels, en particulier sur des applications, on peut le montrer aujourd'hui, qui sont des applications avec un niveau de complexité extrêmement élevé, qui est la modélisation de la ville comme un système de système, et qui ensuite va pouvoir se décliner vers toute notre application plus technique, comme la mobilité, le transport, etc. Pour rebondir sur les propos de Laurent, on voit qu'au travers des projets qu'on peut mener avec nos clients,
pas uniquement en Chine, mais également sur l'ensemble des projets comme même au niveau mondial pour accompagner l'industrie. Vous savez, on couvre 11 industries aujourd'hui chez l'Assosystème, et que effectivement l'humain est au centre des préoccupations. On parle beaucoup de transformation digitale. On parle nous plutôt de business transformation qui va se décliner en 3 composants, qui est la composante humaine pour l'accompagnement du changement, amener de nouvelles compétences, une composante qui est plutôt industrielle et process pour revoir l'ensemble des process, et une composante technologique qui est la dernière, dont fait partie les solutions technologiques proposées par Assosystème, qui sont en réalité le véhicule qui va permettre d'opérer cette transformation et qui va conduire l'ingénieur à travailler dans un environnement complètement différent, où on va valoriser l'homme, son savoir-faire, ses compétences, on va permettre de le capitaliser, on va chercher aussi à avoir des environnements hyper collaboratifs et dans une organisation totalement décloisonnée, de permettre à maximiser l'efficacité et répondre aux enjeux industriels d'aujourd'hui qui sont dans les coûts de réussite du développement, et avec une dimension supplémentaire qui apparaît aujourd'hui sur le marché et qui est très visible dans le secteur automobile, parce qu'on en parle beaucoup, c'est qu'au-delà de l'aspect technique et de l'aspect ingénierie, on va aussi placer le consommateur. Placer le consommateur pour être à l'écoute du consommateur, et qu'au bout du bout, lorsqu'on va délivrer un produit sur le marché, dans un cycle court, il va correspondre aux attentes du consommateur. Donc les ingénieurs découvrent le marketing, c'est ça? Le marketing est totalement intégré dans le dispositif, c'est ce qui fait aussi la différence de ce qu'on peut appeler la business platform. C'est qu'on intègre l'ensemble des acteurs de développement d'une produit, pas seulement les acteurs techniques, mais les acteurs qui sont en amont, le marketing, les ventes, les acteurs qui sont en aval, avec les conditionnements ou la maintenance. Très bien, merci. Alain, je me tourne vers vous. On a eu des intervenants ce matin. Votre industrie qui nous ont parlé beaucoup d'écosystème, en disant que votre industrie était la plus complexe au monde. Alors comment on fait? C'est quoi l'ingénieur du futur pour gérer votre complexité qui visiblement va devenir encore plus complexe? Alors, la complexité, oui, c'est en aéronautique, on connaît complexité du produit, complexité de la conception, de la fabrication sur un marché qui est complètement international. Il est mondial. Si on prend un groupe comme Safran, il est implanté dans le monde entier, et nous avons des ingénieurs en Chine, aux États-Unis, partout. Et donc il faut avoir cette capacité de travailler dans un environnement international, de coopération. On a plusieurs exemples de coopération dans le groupe. On travaille avec Comac. Ce matin, il y avait Comac et Airbus. Personnellement, moi j'ai une joint venture avec Comac. Donc il faut que l'ingénieur ait cette capacité à travailler dans un environnement international et complexe par l'organisation et la relation client. Donc ça, c'est fondamental. Après, pour revenir à la question, comment former les ingénieurs, c'est pas simple, parce que entre ce dont nous avons besoin aujourd'hui et ce que nous aurons besoin dans 10 ans, les choses vont évoluer d'une manière considérable. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des ingénieurs qui ont cette capacité d'adaptation et qui comprennent aussi le business, même si on est un expert en technologie, c'est de comprendre comment on va vendre cette technologie pour vraiment être performant et rendre l'entreprise performante. Donc l'ingénieur est de plus en plus polyvalent, même s'il est expert, polyvalent dans ses comportements. Jean, je vais peut-être vous demander d'écrire votre activité, parce qu'elle est peut-être un peu moins connue de la salle. J'ai compris que vous, moi comme client, je m'envoie en l'air avec vous. Est-ce que c'est une bonne définition de votre société? Oui. Bonjour à tous. Oui, l'important c'est d'y rester en l'air, hein, effectivement. Une fois qu'on est dans nos cabines, c'est comme dans tes avions, c'est la même histoire. Voilà, donc on fait finalement du transport de personnes pendues à des câbles tout autour du monde. Alors par rapport à tout ce qui vient d'être dit et par rapport à ce qu'on attend des ingénieurs, en fait, j'ai du mal à trouver de la valeur ajoutée à ce qui a été dit. Je reconnais beaucoup de choses. Peut-être sur l'aspect de la durabilité de nos activités. Parce qu'aujourd'hui, on parle du 4.0, je suis sûr qu'on est déjà peut-être au 5, au 7. Enfin bon, toutes les technologies, elles évoluent tellement vite, ce qui était il y a 100 ans, ce qu'il y a 10 ans, et ce qui sera dans 20 ans. Je crois qu'il y a un malin qui peut le dire. Par contre,
Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on reste de manière durable dans notre histoire. Donc le côté économique est important. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel, chaque fois qu'on fait de l'innovation, de la recherche, du développement, enfin, il faut avoir cette vision qui n'est pas celle d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, du window dressing de la bourse. Hein, c'est celle de te dire à 5 ans et à 10 ans, donc avec des visions qui sont des visions moyen long terme. Donc ça oblige quelque part à avoir des ingénieurs dont on est en train de parler, qui ont cette vision qui dépasse finalement l'immédiat, et qui n'est pas naturelle, je pense, sur lequel il faut qu'on travaille. Laurent parlait tout à l'heure aussi, je crois, des écoles de management. Enfin, moi, j'ai eu la chance de refaire à 50 ans tout un cursus à l'EM Lyon sur le management, justement, de manière à nous aider finalement à quelque chose qu'on ne nous a pas trop appris à l'époque dans les écoles, et qui, pour moi, est une chose importante dans le métier de l'ingénieur de demain, si on veut qu'il reste ingénieur et qu'il ne soit pas devenu un technicien uniquement. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis tu viens de le dire aussi d'une autre manière. Thomas, nous travaillons dans 90 pays. Le côté multiculturel, donc c'est le respect de la différence, c'est le respect de l'autre, c'est la volonté de comprendre, parce qu'ils sont tous les gens, je ne sais pas, un Brésilien, un Algérien, un Chinois, un Russe, enfin, je peux continuer comme ça, travaillent différemment avec cette faculté qu'un ingénieur doit aussi avoir pour travailler avec les autres, d'écouter, de comprendre, de réanalyser, d'apprendre. Et puis j'ai envie de dire encore, enfin pour essayer de trouver un complément à ce qui a été dit, le culte finalement de la créativité de chacun, c'est permettre de travailler certes en équipe, parce qu'on est toujours plus fort ensemble pour aller plus loin, hein, forcément, mais c'est aussi le droit à l'erreur, c'est-à-dire se mettre dans des situations où finalement, quand on fait 10 essais, ben, il y en a peut-être 2-3 qui seront exceptionnels, un certain nombre qui seront way off, et puis on fera aussi des erreurs, et que ça, en termes de management, il faut qu'on arrive à le traiter. Moi, je dis souvent, quand on était à l'école, évidemment, il y a 40 ans, on notait beaucoup plus sur les écarts que j'avais faits sur des réalisations de pièces que de m'avoir expliqué comment récupérer les pièces foutues. Or, aujourd'hui, notre travail d'ingénieur et de chef, c'est bien justement de gérer des situations qui ne sont pas celles qui sont normalement prévues. Et ça demande effectivement un état d'esprit qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas. Et l'avenir, il passera justement par tous ces gens qui sont agiles et qui savent réagir en toutes circonstances. Alors, vous avez parlé de la pression du consommateur. Moi, j'ai envie de vous demander, dans l'aéronautique, il y a quand même une pression qu'on voit arriver, et pas seulement dans l'aéronautique, c'est la question environnementale. Ah. Comment... Pardon. Oui, donc l'environnement devient un point essentiel, non pas uniquement pour l'aéronautique, mais pour la planète entière. Vous voyez comment socialement les choses évoluent, et on ne peut pas ignorer ce phénomène. Alors quelques chiffres pour l'aéronautique. L'aéronautique, c'est en gros 3% des émissions de CO2 sur la planète. Donc on peut dire, bon, c'est pas grand-chose. Eh ben non, et l'industrie aéronautique s'est engagée pour qu'entre 2005 et 2050, on divise par 2 les émissions de CO2. Or, si on prend les 20 prochaines années, on va plus que doubler la flotte d'avions. Donc notre challenge pour 2050, en gros, c'est diviser par 10 les émissions de CO2 par rapport à 2005. Je ne sais pas si vous voyez le challenge que ça représente. Et ça, il va falloir innover, il va falloir que les ingénieurs acceptent ce phénomène et trouvent les solutions pour arriver à réduire de manière massive nos émissions de CO2. Donc c'est un engagement, c'est un commitment qu'a pris l'industrie aéronautique, que ce soit les compagnies aériennes, que ce soit les avionneurs, que ce soit les équipementiers. Donc ça, c'est un challenge et c'est pour moi des nouveaux métiers qui vont arriver dans le métier d'ingénieur, de nouvelles disciplines. Et ça aussi, c'est un sujet où l'école doit s'adapter et fournir à terme des gens qui ont cette compétence à réagir à ce phénomène-là. Alors j'ai envie de vous demander, si je suis un étudiant qui vient d'entrer au Gazar au mois de septembre, quels étaient les nouveaux cours proposés qui n'existaient pas il y a un an? Alors, je dirais qu'il n'y en a pas, c'est toujours les mêmes.
c'est l'esprit qui a changé, qui est en train de changer. Alors, j'ai beaucoup été interrogé là-dessus ces derniers temps parce qu'en fait j'ai signé un appel d'un groupement qui s'appelle The Shift Project qui a donné lieu à une tribune dans le journal du dimanche là, début octobre sur justement un appel à l'enseignement supérieur à se mobiliser pour plus sensibiliser les jeunes. Bon, je pense que les jeunes sont déjà sensibilisés. Et les questions qu'on m'a posées, c'était mais est-ce que vous allez mettre des cours sur les enjeux climatiques, sur le développement durable? La réponse est non. Parce qu'on a quand même besoin de former toujours des ingénieurs et qu'il y a quand même des outils de base à amener. Mais par contre, il faut que ces questions-là soient dans tous les enseignements qu'on fait. Voilà. En fait, ça imprègne tout. Ça doit tout imprégner. Quand je fais un cours dans le domaine des matériaux, il faut que la question de la ressource soit présente. Voilà. Ça, on peut le décliner sur tous les enseignements qu'on fait. On fait plus d'enseignements par projet. Alors c'est aussi pour répondre à la question des erreurs. Quand on fait les travaux dirigés, c'est un sujet qui a été complètement balisé par le prof et ça marche toujours à la fin. Donc, le projet, c'est aussi un endroit où on peut faire des erreurs. Et on voit que, et souvent, pour impliquer plus les étudiants, on leur demande, eux, d'amener le sujet du projet ou une partie du sujet, ou le thème du projet. Et assez naturellement, les thèmes qu'ils amènent, eux, sont des thèmes qui sont liés à des problématiques d'enjeux climatiques, de développement durable. Donc c'est très présent dans les projets. Et puis après, pour répondre un peu aux questions qui ont été données, hein, ce qui est en train de changer, vous avez parlé de la problématique de l'international. On a voté en Conseil des études et en Conseil d'administration il y a un mois un passage à 6 mois de mobilité internationale obligatoire pour tous nos étudiants. Parce qu'effectivement, la mobilité internationale, comme je le disais à certains élèves, c'est pas que aller continuer ses études ailleurs, c'est aussi s'imprégner dans une culture différente, mais aussi une culture technique différente, une culture managériale différente, c'est extrêmement important. Et c'est pas simple, alors les étudiants qui sont là sont des mauvais exemples, parce qu'eux ils ont fait cet effort-là, mais je vous garantis, c'est pas simple de faire que des jeunes aient envie de partir, même aujourd'hui, aient envie de partir à l'étranger pour une durée au minimum de 6 mois. Vous avez parlé... En dire de venir à Shanghai, c'est vraiment génial. Bon, on va dire de venir en Chine. Ouais, voilà. Sur les questions, on continue, comme on l'a toujours fait aux arts et métiers, à former nos étudiants en les faisant passer sur des plateformes technologiques de niveau industriel. Parce que, bon, d'une part, ça leur permet de présenter une technologie, mais aussi, en termes d'engagement personnel, faire du travail sur du réel, c'est plus engageant que de faire que du virtuel. Bon, mais le virtuel est maintenant plus travaillé en termes de jumeaux numériques, c'est-à-dire que mettons le jumeau du réel qu'on a vu derrière. Pour ça, on est associé avec Dassault Systèmes. Je peux vous dire que depuis le 1er janvier 2019, on est le plus gros client académique au monde de Dassault Systèmes, avec 6000 licences pour nos étudiants et pour nos personnels. On a parlé de problématique de prendre en main des nouvelles technologies. C'est des choses qu'on travaille en impliquant plus nos étudiants dans des activités de recherche. Alors dès qu'on dit activité de recherche, demandez Gazar, on a deux levées de bouclier. Je ne parle pas de recherche académique uniquement qui sert pour des prix Nobel, je parle de recherche, on a eu une discussion à table avec certains d'entre vous, de recherche très proche des besoins de l'industrie. Et puis, vous avez évoqué un certain nombre de sujets de comportement personnel. On a fait un travail avec la SOS, avec Jean-Marie et avec les élèves sur comment est-ce que la vie étudiante contribue au développement personnel et s'articule avec le reste de la formation. Et on a orienté la vie étudiante des Gazar autour de 3 sujets. Le sujet de développer une capacité à s'approprier une culture d'entreprise. Donc en s'appropriant et en transmettant la culture des Gazar, les étudiants travaillent cette question-là parce qu'on ne peut pas aujourd'hui venir dans une entreprise et vouloir y conduire le changement sans s'approprier la culture d'entreprise. Une deuxième partie qui est la capacité à construire un collectif humain fort et soudé, à l'animer, à le faire se développer, parce que ça participe aussi. Donc le travail de construction de promotion de Gazar, c'est aussi ça. Et il y a la promotion, mais il y a aussi comment moi tout seul, je me positionne dans ce groupe-là. Et puis enfin, le troisième sujet, c'est la question de devenir petit à petit porteur de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc du coup, nos élèves font de plus en plus de travail de groupe au service de leur environnement, donc de l'environnement, de la société, des plus jeunes, des plus démunis. Et vous voyez, si vous suivez la presse, vous voyez de plus en plus
d'activité des Gazards en groupe à 100, 150 au service de la société. Comme vous parlez de culture d'entreprise, Philippe, la culture d'entreprise de Dassault Systèmes, c'est l'innovation. C'est ce dont vous vous occupez. Moi, la question que j'aurais, c'est comment cette innovation, vous mesurez son accélération? Est-ce que vous avez des dashboards précis pour dire oui, on accélère suffisamment, non, on va accélérer encore plus? Comment on maintient l'innovation vraiment au cœur de la culture d'entreprise? Oui, Dassault Systèmes, l'innovation est au cœur de nos activités. On a été d'ailleurs reconnu comme l'entreprise la plus innovante dans notre domaine, qui est le domaine du software. Et pour revenir au développement durable, il faut connaître notre baseline. Notre baseline qui conduit l'ensemble de nos activités, la manière dont on gère les affaires, la manière dont on accompagne nos clients et la manière dont on conduit notre investissement dans un seul objectif, c'est d'accompagner l'industrie. Alors je peux vous la lire, cette baseline, je ne l'ai pas en français, je l'ai en anglais, donc je vais vous la faire en version française. Dassault Systèmes provide business and people. Pardon? Ouais. Dassault Systèmes provide business and people with the 3D experience in our business platform, Universe, to imagine sustainable innovation capable of harmonizing product, nature and life. Donc c'est une baseline de très haut niveau qui est, pour ne rien cacher, qui nous conduit aujourd'hui depuis une quinzaine d'années, qui pour nous, qui sommes aussi une population d'ingénieurs et de scientifiques, n'a pas toujours été bien compris au départ parce que c'est conceptuel, mais qui se décline aujourd'hui par les actes que l'on peut mener et surtout par les actions et la manière dont on accompagne nos clients, toujours dans leur processus de transformation. Et par exemple, on a une démarche, on vient de l'aéronautique et de l'automobile. Nos plus grands marchés aujourd'hui sont des acteurs comme Safran, comme Airbus, comme Boeing, et on est acteur majeur également dans l'automobile où des enjeux sur ce nouveau développement sont aussi majeurs, dans ce qui se passe sur le marché, et en particulièrement en Chine, qui investit énormément dans ces technologies. C'est qu'aujourd'hui, il y a une orientation très forte vers la science et la science de la vie. Et on voit les derniers investissements qui ont été faits et les efforts qui sont faits pour aller jusqu'à apporter des solutions vers la santé par exemple. Alors, on a entendu ce matin, tout change. Mais vous êtes quand même dans une industrie où les temps de cycle de produits sont longs, sont nombreuses années. Donc comment on fait pour gérer une transition où tout change, mais les produits quand même mettent de nombreuses années? Comment on gère l'historique et comment on gère le nouveau monde sur le plan humain, Bon, déjà, c'est vrai qu'un avion, une fois qu'il est designé, va vivre en gros 50 ans. 25 ans de production, 25 ans d'exploitation. Donc le dernier avion, il quittera la flotte au bout de 50 ans. Donc on doit pouvoir assurer la maintenance jusqu'au dernier avion qui soit retiré de la flotte. Donc on a des bases de données, on a une continuité, on a un design, on a des modifs qui sont gérés en configuration durant toute la vie de l'appareil. Et si on n'a pas ces outils et ces process qui assurent cette continuité, tout simplement on ne respecte pas notre contrat. Donc il faut à la fois être capable d'innover, il faut qu'on ait des ingénieurs qui aient cette capacité d'innovation, tout en maintenant des process, des procédures qui vont nous permettre justement d'assurer ce maintien, cette maintenance opérationnelle durant toute la vie du programme. Donc c'est à la fois des ingénieurs qui innovent, mais des ingénieurs aussi qui savent gérer et qui connaissent des technologies qui ont été designées 20 ans, 30 ans, 50 ans auparavant. Donc moi, il y a une chose qui est fondamentale, et il y a des bases technologiques, et il faut que les ingénieurs soient formés avec ces bases-là. Ensuite, c'est plutôt du comportement. Il est clair qu'un ingénieur dans sa carrière va changer plusieurs fois de métier. Et je reviens sur cette capacité d'adaptation, cette capacité de s'adapter à chaque évolution, à la fois process, techno, business, et durant toute la vie de nos produits. Mais c'est vrai,
particulièrement dans l'industrie aéronautique, et je pense que c'est vrai un petit peu partout. En plus de ça, je pense que ce qui fait la différence entre les ingénieurs, c'est leur capacité d'intégration. Comment intégrer ces différentes technologies, ces différents outils et process, et ça, durant de nombreuses années. Donc cette capacité d'intégration, et je pense que c'est un point fort des ingénieurs français, et des arts et métiers en particulier, c'est d'avoir cette capacité d'intégration et de la faire évoluer au cours de la carrière. Jean, vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité d'être agile, et vous avez dit que vous étiez prêt à accepter des tentatives et des erreurs. Et la question que j'ai pour vous, c'est, en tant que patron, jusqu'où va votre tolérance? Je suis un de vos employés, je me plante. Jusqu'où vous acceptez que je continue? Avec une nouvelle solution dont je ne sais pas si elle va marcher. Si je peux me permettre, je répondrai avec 2 anecdotes. Quand j'ai embauché mon jeune russe pour rentrer vraiment dans le marché russe, voilà ce qu'on lui a dit. Anton, si tu es là, c'est parce que tu es russe et que nous ici, on n'y comprend rien. Donc on te fait confiance. Et 2, je te mettrai à la porte pour 2 raisons. Tu fous rien, ça c'est assez facile à voir. Et si tu fais 3 fois la même erreur, là c'est quand même pas acceptable. Alors merci, bonne journée. Ça fait 12 ans qu'il est avec nous et on a eu une croissance extraordinaire sur le terrain russe. Ou une autre fois, c'était avec mon actionnaire et avec un gars du COMEX qui était là et qui, clairement, n'avait pas fait quelque chose de bien. Là, tu as quand même fait une connerie, etc. Parce que tu vois, Jean et moi, nous, on n'en fait pas des conneries. Nous, on en fait des très grosses. Donc, je crois que c'est un état d'esprit. On n'est pas obligé d'être con, mais en attendant, voilà, c'est une histoire de confiance des gens au niveau du management qui est importante. Et ça, c'est quelque chose que vous ne décrétez pas par une note de service, c'est par les faits, c'est par les actes que finalement vous donnez confiance à votre équipe. Et je crois que le rôle d'un patron, c'est quand même celui d'avoir ce leadership qui est celui d'être lisible, pas transparent, lisible, c'est-à-dire finalement d'être congruent dans ce que vous dites, ce que vous faites, que les gens savent que finalement vous êtes le chef et qu'ils sachent aussi ce qu'ils ont le droit de faire ou pas de faire. Et voilà, encore un autre exemple. Moi j'ai eu un chef qui m'a donné quelque chose de fondamental. Bernard, c'était en gros, genre explique-moi où est ton problème et on va voir ensemble comment on trouve une solution. Laisser la porte ouverte. Donc c'est ça surtout la tolérance. C'est être capable de vivre la même vie et du coup la même fierté les mêmes moments difficiles. Et ça ne s'écrit pas sur une note de service. Merci. Je pense aussi, parce qu'on en a parlé un peu, ce qui est important, c'est aussi de voir notre rôle peut-être par rapport à tous les jeunes. Et là, je crois qu'on a des choses à nous reprocher. Dans notre rôle, on parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, qui essaient finalement d'être un acteur aussi de la construction de la vie aujourd'hui. Et que, notamment par rapport à ce qui est le monde de l'éducation nationale, peut-être encore après, c'est peut-être plus facile pour nous au niveau des écoles d'ingénieurs, dans nos têtes en tout cas, c'est d'être capable d'accompagner un peu aussi tout ce qui est la découverte de ce nouveau monde. Et voilà, par exemple, en ce qui nous concerne, on a vraiment voulu, et avec le rectorat au niveau de Rhône-Alpes, de créer cette école qui est une école de conduite des appareils de remontée mécanique, puisque ça n'existe nulle part au monde. On transporte du monde, on a 8000 installations qui tournent, et où on a fait des simulateurs comme on le fait pour conduire des TGV, des centrales nucléaires ou des avions. Donc on a aussi ce rôle, je pense, et sur lequel on joue, qui est celui d'être acteur finalement de la construction à l'instant de ce qui est en train de se programmer pour les 10 et 20 ans. Et là je pense qu'il faut encore qu'on travaille ensemble, et c'est peut-être ce qui fait la force dans d'autres pays. On travaille beaucoup en Colombie, ça se dit par exemple, avec les universités et écoles colombiennes, on fait énormément de choses, où on a des choses à apprendre dans la manière de fonctionner entre nous les industriels, et puis la partie finalement qui est l'éducation. Des hommes qui seront les responsables de demain. Bon, ça avance, on fait pas mal sur notre table, de trucs je vois que vous prenez des notes. Si je suis un diplômé des Gazar aujourd'hui, est-ce qu'il faut nécessairement que j'ai suivi des cours sur les données? On a entendu ce matin que la data, vraiment, fait partie du monde de l'ingénieur. Est-ce que, de nos jours,
c'est une condition vraiment nécessaire? Alors, je dirais oui, mais l'approche qu'on a choisie aux arts et métiers, compte tenu de notre historique et de notre savoir-faire, c'est plutôt de se positionner sur la qualité des données. C'est-à-dire, en tant que futur ingénieur, je vais devoir prendre des décisions. Pour cela, je vais me baser sur des informations qui sont toutes numériques maintenant. Je prendrai les bonnes décisions parce que je connais la qualité de ces données, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Si c'est des données qui sont issues de la simulation, je connais les modèles, je connais les algorithmes qui vont pas les avoir. Si c'est des données qui sont issues du réel via de la digitalisation, je connais leur qualité parce que je connais les systèmes réels qui sont derrière. Et on ne se place pas. Alors, pour m'aider à prendre mes décisions, je vais utiliser des outils du big data, l'intelligence artificielle, mais on ne se place pas en développeur de ces outils-là. Il y a des écoles qui ont beaucoup plus d'avance et de savoir-faire que nous. Nous, on se place beaucoup plus sur je maîtrise, je sais utiliser ces outils et je maîtrise la qualité des données parce que je maîtrise ce qu'il y a derrière. Donc on est plus sur la notion de smart data et de maîtriser la qualité. Enfin, oui, alors les Chinois voient plutôt le super big data et vous vous dites le smart data, c'est... je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Il faut peut-être mieux avoir moins de données, mais avoir plus d'informations sur leur qualité. Hein. Et nous, on considère que notre savoir-faire, il est là. Et pas dans le développement d'un outil. Il y a des gens qui font ça très bien. Et il y a besoin d'écoles d'ingénieurs pour former les gens qui vont faire du développement de ce système. Très très bien, mais c'est pas cher. Alors Philippe, on a parlé d'intégration du travail de l'ingénieur et c'est tout le travail collaboratif d'Assosystème. Historiquement, d'Assosystème, c'est l'aéronautique et la voiture. Et puis là, vous dites que maintenant, vous changez une bonne dizaine d'industries. Alors, pour notre audience, est-ce que vous pouvez donner des exemples on va sortir de ces deux verticales dont on connaît bien, mais d'autres types d'industries que vous avez aidé à révolutionner dans les 3-4 dernières années grâce à votre approche collaborative? Et où des ingénieurs typiquement des Gazards devraient foncer parce qu'il y a tout à faire. D'abord, je voudrais réagir sur les commentaires par rapport aux propos des personnes présentes. On parlait de data tout à l'heure, on parlait du monde réel, du monde virtuel. Notre propos aujourd'hui, c'est de rapprocher le monde réel du monde virtuel avec un seul objectif, c'est que le monde virtuel contribue à améliorer le monde réel. On dit qu'il faut réduire la distance à zéro. Premier commentaire, et nos technologies contribuent à atteindre cet objectif aujourd'hui et elles se déclinent de manière très pratique. Vous parliez de réalité virtuelle, qui est un exemple. Je pense que demain on ira beaucoup plus loin avec, par exemple, de la réalité augmentée, c'est-à-dire dans les ateliers, dans les bureaux d'études, d'avoir un lien parfait entre des informations virtuelles de la donnée qu'on va utiliser directement avec le monde réel, c'est-à-dire dans un atelier de fabrication, de pouvoir avoir le donné numérique qui est intégré dans l'atelier et de permettre d'avoir des retours d'informations permanents sur des boucles d'amélioration entre le monde réel et le monde virtuel. Donc l'ingénieur va naviguer dans ces espaces en utilisant au mieux ces technologies pour contribuer à développer son produit. Le deuxième point aussi extrêmement important, mentionné par M. Soré sur l'aéronautique, mais qui est aussi vrai dans de multiples industries, c'est que quand on arrive dans une industrie et qu'on a la prétention de la transformer, ou qu'il y a un projet de transformation, on a à gérer une histoire, on a à gérer des assets, on a à gérer des data. Il ne s'agit pas de dire on va transformer ces data avec des nouveaux modèles et on va les digitaliser avec des méthodes nouvelles. On va surtout essayer de capitaliser ces informations afin de permettre et utiliser ces données, avoir des retours d'informations et de capitaliser ces savoirs afin d'améliorer la conception des produits du futur. C'est-à-dire qu'on amène des outils numériques qui vont capter ces informations, les intégrer et apporter des outils à l'ingénieur qui permettent de pouvoir prendre plus efficacement ses décisions et avoir surtout l'information pertinente par rapport à son rôle, sa mission, et au juste temps et au juste moment.
C'était mes deux commentaires. Ensuite, pour revenir sur ce que vous mentionnez, on vient de l'aéronautique parce qu'on s'appelle Dassault, même si on est aujourd'hui très indépendant par rapport à Dassault Aviation. Nos premiers contrats étaient dans l'automobile, on est l'acteur majeur de l'automobile, tout le monde le sait. On est présent sur tout le secteur aéronautique. Ça se décline sur des industries naturellement. Parce qu'on cherche aussi à faire ce qu'on appelle de la cross-fertilisation, c'est-à-dire de capitaliser des technologies d'une industrie vers une autre industrie, capitaliser de la technologie de l'aéronautique pour servir l'automobile, par exemple, sur des conceptions lightweight, légères, capitaliser des technologies du monde de l'aéronautique vers le monde du naval. Le naval est une industrie extrêmement compétitive, qui est aujourd'hui en train de se transformer. On le voit très concrètement en Chine. Ce sont des industries qui sont peut-être les plus en avance sur ces problématiques de transformation, parce qu'ils ont aussi des enjeux extrêmement forts. Les équipements industriels sont aussi un domaine qui nous intéresse. Et puis il y a les sciences de la vie. Pour citer un exemple, on a un projet dont on est très fiers, qu'on a mené avec des laboratoires de recherche et des hôpitaux, qui consiste à modéliser le fonctionnement d'un cœur. Et aujourd'hui, on est capable, avec nos technologies et nos outils de simulation, de pouvoir simuler, on appelle ça diving heart, le fonctionnement d'un cœur. Pourquoi simuler le fonctionnement d'un cœur? C'est de permettre de pouvoir, d'une part, développer des processus d'apprentissage des docteurs, les former, de pouvoir simuler des opérations, de pouvoir décliner des opérations qui seront totalement personnalisées vis-à-vis du patient et quelque part de contribuer au bien-être du patient dans le futur. Et cette démarche aujourd'hui dans le domaine des life sciences est un domaine dans lequel on investit énormément en s'appuyant sur des technologies et des outils de simulation qui sont issus finalement des autres secteurs, qui sont issus de l'aéronautique, qui sont issus de l'automobile et qui ont été développés depuis 30 ans par la société. Alors j'ai une petite question subsidiaire qui est culturelle. Ce mélange de vie réelle et de vie virtuelle, est-ce que vous trouvez qu'en Chine, les Chinois sont plus réceptifs et ce qu'on voit typiquement chez le consommateur, il y a une propensité à vouloir mélanger les deux, alors que nous, Européens, on trouve que la vie réelle, elle est fantastique, on n'a pas besoin de vie virtuelle. Est-ce que vous sentez ça dans l'équipe chinoise? Alors moi, je suis un petit jeune en Chine, ça fait que 4 ans que je vis à Shanghai. Je peux vous dire déjà qu'au quotidien, l'outil électronique s'est développé à une vitesse qui était totalement inattendue. Un exemple que tout le monde connaît probablement dans la salle, qui est l'exemple du monde du bancaire. Je peux vous dire que 4 ans à Shanghai, ça fait 3 ans que je n'ai plus un penny dans ma poche. Je ne sors plus ma carte bleue. Je vis tous les jours avec mon mobile. Du matin où je me réveille jusqu'au soir où je me couche, je fais l'ensemble des actes dont j'ai besoin, prendre mon métro, payer mon taxi, acheter mon paquet de chewing-gum à Hawaï. Je le fais avec mon téléphone et c'est totalement démarqué avec ça. Pourquoi c'est possible en Chine? Parce qu'il y a un appétit extrêmement fort des nouvelles technologies et il y a un terrain aussi qui est propice parce qu'ils avaient un cap technologique extrêmement important à couvrir et la technologie leur a permis d'accélérer directement vers les nouvelles technologies. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans le monde du retail, par exemple, où la réalité virtuelle, vous l'avez cité, on voit des objets extrêmement techniques comme les villes ou comme des avions. Mais aujourd'hui, le retail est en train de basculer dans le monde du virtuel et on va pouvoir simuler des actes d'achat à partir de son mobile ou des environnements totalement virtuels et accompagner le consommateur pour créer des expériences qui seront spécifiques sans qu'il ait besoin de se déplacer, mais qui seront aussi conjuguées avec le monde réel. Parce qu'on a besoin, à un moment donné, de se retrouver le consommateur pour lui parler, avoir de la communication qui est complètement virtuelle. Donc en Chine, les choses se passent extrêmement vite et ils franchissent des caps beaucoup plus rapides que les autres. On le verra dans le monde de la santé, peut-être probablement dans les 5 prochaines années. Ils sont en train d'investir dans la virtualisation, dans la simulation. Ils ont un besoin dans le monde de la santé qui est extrêmement énorme. Je ne parle pas de Shanghai, des grandes villes, mais je pense de la Chine au sens général du terme. Ils investissent et c'est la simulation et les outils numériques qui répondront à leurs besoins.
Alors, vous avez parlé de... Mon travail, si je viens chez vous, j'ai compris qu'il allait s'intégrer dans tout l'écosystème. Du coup, je vais partager avec vous tout un tas de trucs. Donc, il faut que j'ai confiance en vous. Et votre société, dans ma tête, le schéma historique, c'est le JV, où on partageait avec un autre, et votre société est très réputée pour son JV avec Jimmy, qui existe depuis, je sais pas, 30-40 ans. Vous avez réussi ce que très peu. C'est très très dur de faire un JV qui marche et qui tient dans la durée. Donc en fait, c'est quoi votre secret pour créer la confiance de manière à ce que je partage avec vous? Alors oui, le CFN, la JV Safran GI, c'est 1974. Et donc, comptez, hein, ça fait 45 ans. Et on pense que ça va encore durer très longtemps. Donc c'est un succès remarquable. C'est le premier, c'est le moteur qui a été livré en plus grande quantité auprès des avionneurs. Donc comment marche cette JV? Je pense que la première chose dans une JV, c'est d'avoir des objectifs qui sont partagés par les partenaires de la JV. C'est-à-dire que s'il y en a un à qui on force un peu le bras pour des raisons X ou Y, qui avait une bonne raison à un moment donné, ça se fissure. Donc le premier élément, c'est que c'était gagnant-gagnant dès le départ. Et après, c'est un partage vraiment 50-50. La JV, elle est 50-50, 50-50 sur les revenus, 50-50 sur le partage des clients, le démarchage des clients, 50-50 sur la conception et la production. Et après, chaque société est responsable de sa performance. Donc cet équilibre a toujours été maintenu et avec une confiance très forte entre les équipes. Mais la première chose, c'est construction d'un partenariat qui est gagnant-gagnant, un partage très clair de ce que chacun a à faire et une confiance très forte entre les équipes et qui est maintenue du top management jusqu'à l'ingénieur, je dirais, de base qui peuvent travailler ensemble. Donc c'est vrai, c'est l'exemple mondial le plus réputé sur une JV. Après, on a d'autres JV qui peuvent marcher aussi un peu moins bien. Vous avez des JV en Chine? Oui, on a une JV en Chine qui a été créée il y a 7 ans maintenant, qui est une JV avec Comac, et Comac avec qui on fait les installations électriques. Donc cette JV fonctionne très bien. Là aussi, il a fallu construire la confiance parce que les cultures sont extrêmement différentes, l'écart était beaucoup plus grand qu'avec les Américains de GE. Donc c'est toujours en construction, je dirais, c'est jamais fini, mais on est plutôt dans une période où on envisage d'étendre le périmètre de la JV. Jean, vous m'avez l'air d'être un patron très sympa, donc j'ai envie de rejoindre votre société. Je suis un jeune diplômé des Gazar et on m'a dit que votre société était top. C'est quoi les critères pour que vous m'embauchiez? Est-ce que vous allez m'embaucher pour la Chine ou vous allez m'embaucher pour la France? D'abord, je vous embaucherai parce que j'ai un besoin. Hein. Ensuite, j'ai envie de dire, sur les critères, parce que maintenant, après 40 ans, 38 ans en tout cas, de vie active, c'est sûrement sur votre savoir-être que je ferai les choses. Sur ce côté, finalement, aussi de la possibilité de tenir des engagements. Vous savez, en France, on a un mot qui est terrible, qui est le mot responsable, qui couvre deux choses, qui couvre souvent, et dans l'esprit des gens, la responsabilité pénale, alors que celui qu'on attend en termes de patron, c'est plutôt en anglais l'accountability, qui est finalement le fait que quand on vous donne une mission, vous alliez jusqu'au bout et vous la meniez. Voilà, moi donc j'embaucherai forcément des gens quelque part en qui je vais sentir que leur objectif de vie quelque part, c'est d'être fier de faire quelque chose avec cette volonté du résultat et pas j'ai fait ce que j'ai pu. Donc on est vraiment dans, c'est peut-être de l'angélisme pour un certain nombre que de dire que quand on cherche quelqu'un,
on a vraiment envie d'un travail collaboratif, de quelqu'un qui avance, qui prend des risques, enfin qui, quelque part, soit avec un objectif qui est celui de la réussite. Et ça se sent hein, quand vous voyez les gens. Finalement, on fait confiance dans tout ce qui est les diplômes, dans tout ce que les gens nous annoncent, etc. Mais le savoir-être, c'est quelque chose qui sera important. Et ensuite, bien évidemment, si c'est pour aller travailler sur la Russie, s'il y a un besoin, ou l'Algérie, donc je vous dis tout à l'heure, au Brésil, ben, ça ne sera pas tout à fait la même chose, bien sûr. Mais ça, bon, c'est circonstanciel. Pour la Chine, c'est un peu particulier parce que nous, on n'a pas fait de JV. On a décidé, donc, la première fois qu'on est venu, c'est en 85, avec mon ami Paul qui est là-bas, je le vois. Et puis finalement, on a décidé vraiment d'être autonome en Chine. Mais on a décidé d'être autonome en Chine en étant chinois chez les Chinois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir peut-être 3-4 Français sur une équipe d'une centaine de personnes. Donc ça aussi, c'est un choix, qui est un choix finalement de bien pouvoir comprendre les gens. J'ai parlé d'Anton Russe tout à l'heure, c'était là, c'est parce que tu es russe, j'y comprends bien, j'y comprends rien, je te fais confiance. Voilà, je pense qu'on va embaucher aussi des gens qui, quelque part, au-delà de leur savoir-être, seront capables de se fondre au milieu de quelque chose. Et du coup, notre objectif aussi étant de créer de la valeur là où on est. Parce que je parlais tout à l'heure de la pérennité des entreprises. Je pense qu'on est peut-être un des rares à avoir un actionnaire privé, un monsieur qui peut me donner un coup de pied au cul et me dire bonjour. Et puis bon, passer aussi d'ailleurs. Mais finalement, cette notion de l'appartenance à l'entreprise, elle est fondamentale. Et je pense que ça, quand on décide d'être en Russie ou quand on décide d'être en Chine, etc., c'est bien pour créer de la valeur localement et être fier de participer aussi au développement. Et c'est pas que de l'angélisme, je pense qu'à moyen terme et à long terme, c'est aussi une bonne cause de durabilité. On continuerait très volontiers pendant des heures, mais malheureusement le temps tourne. On va quand même prendre une question dans la salle et comme d'habitude pour vous motiver à... alors, je sais pas, à l'école c'est toujours ça, c'est ceux du premier rang tout de suite qui réalisent les premiers, c'est ça. Est-ce qu'on a un micro? Pardon, il y a deux questions. Est-ce qu'on a un micro dans la salle? Écoutez, je vous remercie. Non, c'était aussi parce qu'il y avait un livre à gagner, je vous rassure tout de suite. Non, c'est une plaisanterie. Étant un peu spécialisé, et même beaucoup dans les entreprises en difficulté, qui sont plus caractérisées par un état des lieux 2.0, voire 1.8, et par rapport à l'industrie 4.0, comment imaginez-vous les principales aptitudes d'un ingénieur à entraîner une entreprise d'un état 1.8, pour caricaturer gentiment, vers, sans aller jusqu'à, un état 4.0? Merci. Il faut devenir client de Dassault Systèmes, non? Ça peut être l'axe. Alors, j'ai un petit commentaire sur l'industrie 4.0, je ne sais pas si c'est politiquement correct, mais pour nous, l'industrie 4.0, c'est quand même extrêmement limitatif, parce que ça a une connotation, d'abord, qui n'est pas française, ce qui est quand même un peu gênant, pour nous qui sommes dans cette salle. Et deuxièmement, quand on parle de l'industrie 4.0, on parle de digitalisation, on parle d'automatisation, on parle de robotisation. Et si on veut vraiment parler de transformation de l'énergie, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va parler de transformation de l'entreprise. Et ne pas uniquement parler du manufacturing, mais d'avoir une chaîne totalement intégrée du design vers le manufacturing. Et c'est ce qu'aujourd'hui on propose au travers des concepts de plateforme auprès de nos clients, avec finalement toute la culture de l'ingénieur dont on a parlé aujourd'hui, avec des ingénieurs qui soient flexibles, qui savent travailler dans un écosystème, qui savent travailler d'une manière beaucoup plus globale et avec des organisations totalement désilotées. On insiste aussi auprès de nos étudiants qui nous disent parfois, oui, vous nous faites travailler sur des vieilles machines qui sont peut-être celles sur lesquelles vous avez été formés, qu'effectivement, ils vont intégrer des entreprises qui ne sont pas forcément 4.0 et que ça sera à eux de faire la transformation. Mais on essaye aussi de leur illustrer ce que peut être cette transformation. Je prends un exemple qui est du domaine des activités de recherche, qui un jour deviendra des projets ou de la formation, sur un procédé un peu historique, qui est le procédé de la forge, historique pour les arts et métiers. On a des labos qui travaillent sur la question de comment amener en forge libre à l'opérateur des informations supplémentaires via
des outils de réalité augmentée qu'on ne développe pas nous, mais quelle est la bonne information à amener en plus sur ce procédé-là, sans changer le procédé lui-même, c'est juste l'information qu'on rajoute via un casque, des cartes de température, des géométries optimales à atteindre, des écarts par rapport à ci, par rapport à ça. Et là, on est éventuellement sur un vieux procédé, mais pas dans le 4.0 assez vite. Je rejoins l'appellation 4.0, industrie du futur. Ouais, c'est un peu le même commentaire. Nous, on ne cherche pas à faire de l'usine 4.0, même à la limite, on s'en fout un peu. Ce que l'on veut faire, c'est l'usine du futur et améliorer notre efficacité, notre productivité. C'est banal, mais c'est trivial, mais c'est vraiment ça. Après, les outils de transformation digitale ou autres ne sont que des outils. Et il faut savoir les déployer à temps, c'est une évidence. Et la meilleure façon de le faire, c'est pas forcément de trouver l'ingénieur qui est l'homme qui va faire cette transformation, mais c'est plutôt de définir une stratégie de déploiement industriel, de gérer ça en projet, de les mettre en équipe, de les faire travailler ensemble et d'avoir des activités multidisciplinaires. Et là, je reviens sur la notion d'intégration, c'est ça qui est essentiel. Et quand Dassault Systèmes parle de plateforme, c'est aussi d'intégration d'outils au service de ses clients. Donc la vraie question pour nous tous, c'est comment on réunit autour de projets qui vont vers l'usine du futur, qui va être la plus performante. C'est comme ça qu'on va driver le changement. Mais ce n'est pas un homme ou quelques ingénieurs qui vont le faire, c'est vraiment des projets d'entreprise. Yvon, est-ce qu'on a le temps de prendre une seconde question qui était... Oui, c'est bon, on a l'autorisation. Parfait. Bonjour, Jean-Louis Robert, je suis manager de transition et je vous écoute depuis ce matin. On parle beaucoup de cette industrie 4.0, c'est un peu le point de vue de l'entreprise qui emploie les ingénieurs et qui fait progresser l'industrie. J'ai du mal à comprendre comment l'ingénieur lui-même il va trouver son chemin dans cette histoire. Où est-ce qu'il va trouver sa valorisation? Aujourd'hui, ces jeunes ingénieurs travaillent beaucoup dans le virtuel, ils ont beaucoup d'expérience des jeux vidéo et ces jeux vidéo ont aussi beaucoup d'expérience pour valoriser les joueurs. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur une zone du cerveau qui permet aux joueurs de se sentir gratifié quand il a fait quelque chose. Les systèmes que vous produisez ou que vous essayez de mettre en place aujourd'hui sont des systèmes virtuels. Vous parlez beaucoup du gap qu'il y a entre le virtuel et le réel, ce qui veut dire qu'il y en a un, effectivement. Comment est-ce que vous allez pouvoir démontrer, comment est-ce que vous allez pouvoir induire dans le cerveau, dans l'esprit de ces ingénieurs, une valorisation, une gratification? Ça fait référence aussi à un problème auquel je me suis trouvé confronté dans les transitions des entreprises auxquelles je me suis attelé. C'est pas la déloyauté, mais la désaffectation des ingénieurs pour l'entreprise. J'ai 40 ans d'expérience, on a démarré dans les entreprises en étant loyaux et fidèles à l'entreprise. Aujourd'hui, les jeunes ingénieurs qu'on voit qui rentrent sur le marché ont une grande indépendance d'esprit vis-à-vis de ça. Ils considèrent l'entreprise comme un vecteur. C'est plus difficile de les impliquer et de leur faire, de les faire s'adapter. Et après, vous avez effectivement un aspect que vous avez évoqué, qui est le multiculturalisme. Ça devient effectivement très compliqué. Est-ce que ma question est complexe et difficile à conceptualiser, j'espère que vous l'avez saisi. Est-ce que vous avez envisagé ce point de vue du côté de l'ingénieur et pas du côté de l'entreprise? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas gagné un livre parce que c'est que la première question qui est. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit de court-circuiter toute la queue pour le stand de Dassault Systèmes. Vous serez le premier à mettre le casque virtuel et vous verrez qu'on peut vraiment s'éclater. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris. C'est
Nous, ce qu'on essaye de faire, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de comment je me valorise. Nous, on voit qu'il y a un élément qui marche fort, c'est l'élément de compétition. Vous voyez de plus en plus de concours Open Innovation, concours ci, concours ça, et effectivement, dans la compétition, on voit que les jeunes, ils trouvent une motivation. Après, il n'y a pas forcément, le but n'est pas d'éliminer le voisin, hein, c'est plutôt de réussir soi-même. Et je pense qu'il y a quand même un terme qu'on utilise régulièrement, qui est le terme d'aventure industrielle. Je pense que quand les jeunes rentrent dans une entreprise qui leur propose une aventure avec des défis, avec des challenges, ils embarquent. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Donc ce côté concours, défi, challenge, c'est ce qui les passionne en ce moment. Oui, moi j'ai envie de dire aussi, c'est un vrai sujet ce que tu dis, mais c'est pas eux qui vont s'adapter à notre manière de fonctionner, c'est à nous, les patrons d'aujourd'hui, de nous adapter à leur façon de fonctionner. Et le cerveau est très différent. Quand tu regardes, moi j'ai la chance d'avoir 7 petits-enfants, je veux dire, quand tu vois le gamin qui a 1 an qui est en train de, sur un papier, essayer d'étirer des photos, tu vois bien que le cerveau, il n'a pas été fait de la même manière. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et finalement, la seule manière d'arriver à quelque chose, c'est bien de gérer quelque chose avec une entrée et une sortie. Pour moi, ça s'appelle de la gestion de projet, c'est-à-dire d'avoir quelque part un vrai challenge, et celui d'avoir été acteur et avec du sens sur toute la vie d'un projet, et de pas simplement être compartimenté finalement dans un seul multi-morceau. Je pense que la grosse différence qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on intéresse les gens à partir du moment où ils sont acteurs de quelque chose qui est mesurable, qu'on voit et dont on peut être fier, et qu'on peut partager avec les autres. Bon, comme d'habitude, c'est le panel sur l'humain qui est le plus intéressant. Malheureusement, l'heure tourne, donc je vais vous demander s'il vous plaît de remercier ce panel et on passe à la